Je fais un post, merci Chris Brown pour le plagiat, tu vois. Et là, lui, il a pas kiffé. J'allais te dire, on veut la réaction de Chris Brown. C'est une excuse, ça, les gars. Un DM, il fait quoi? Une fois, je me rappelle, la première fois que j'avais fait, c'était Jacques Mus, on avait marqué Jacques Mus derrière les cheveux. Et d'ailleurs, ça avait pris direct. Genre, Jacques Mus, il avait mis un story direct, il avait commenté, enfin, il était comme un ouf. Sur quoi t'es stressé? Le projet d'équipe de France que j'ai fait là, j'avais un peu la pression, tu vois. Elles sont 26. Il y a 26 filles pour la Coupe du Monde. On avait un quart d'heure pour faire 6 plans et tout était timé et tout à la seconde près, là, à la vérité. Et là, j'avais la pression parce que l'équipe de France, si t'as pas fini ton plan, c'est fini, c'est ciao, tu vois. Genre. Presque une vie de dingue en fait. Hein. Avec les Inox, les Michou, etc., j'ai fait beaucoup de photos toujours beaucoup de photos pour eux. Et du coup, sur mes réseaux, il y avait beaucoup de photos. Là, en vidéo, les gars, je vais arriver fort. Tenez-vous prêts. Bienvenue sur le podcast High Value Entrepreneur, je suis Roger. Les entrepreneurs cool et performants dont tu penses qu'ils n'ont pas besoin d'aide et qui parfois sont dans mon podcast sont ceux que j'accompagne. Ce podcast est produit par Tête de Tigre, l'agence de podcast, audio et vidéo. Si tu veux des histoires et des invités encore plus dingues, abonne-toi, commente et partage ce podcast. Bon visionnage et bonne écoute. Salut Alexis. Ça va? Ben ouais, je suis trop content de te voir. La première fois qu'on s'est vu, c'était à Monaco. On a une anecdote, on va la donner tout de suite. C'est une histoire de crème solaire. C'était une histoire. On a commencé notre première conversation sur s'il te plaît, est-ce que tu aurais pas un peu de crème solaire? Attends, il faut dire le prix de la crème solaire, les gars. Vas-y, c'était combien? Je sais même pas. 25 €. Et tu sais quoi? Je n'ai pas chopé un coup de soleil. Donc c'était rentable. Donc elle marche hyper bien. Généralement, et c'est pas généralement, je ne présente pas les invités de ce podcast. On est là pour découvrir qui sont les invités. Je vais te poser une question que je pose à absolument tout le monde sur cette saison de podcast. Et on commencera là-dessus. Et ensuite, on déroulera pour comment les gens vont te découvrir. La question, elle est simple. C'est quelle est l'anomalie de ton parcours que tu aurais aimé éviter et qui finalement se révèle être un super atout dans ta vie d'entrepreneur, dans ta vie d'homme, dans ta vie de photographe et tout ce qui entoure ce que tu fais aujourd'hui. Ça marche. Vraie question pour commencer quand même. Ça rigole pas. Roger philosophe. Exactement, quasiment. Attention, hein. Pas loin. On va dire que c'est une anomalie, mais maintenant c'est aussi donc une force comme tu dis. On ne dirait pas comme ça, mais avant moi j'ai fait une école d'ingénieur. J'ai fait l'ICAM, c'est l'Institut catholique d'art et métier. Okay. Et on faisait beaucoup de trucs sur les machines, l'industrie et tout, beaucoup de management. Et en vrai c'est vraiment cette partie management. Tout même j'ai fait de l'alternance chez SPI, je sais pas si tu connais SPI. Pas du tout. C'est SPIE dans le bâtiment. Oui, d'accord, oui, bien sûr. Ouais. Okay. J'étais chez eux à Bordeaux et je bossais sur tout ce qui était fibre optique pour Orange et tout. On faisait beaucoup de sous-traitance et du coup, je travaillais dans ça. Mais en vrai, ça m'a aidé pour tout ce qui était management d'équipe actuellement. Tu vois, même les budgets, les marges et compagnie, comment gérer mes trucs. Et en vrai, ça m'aide toujours maintenant d'avoir fait ça. Quoi. En fait, limite, l'anomalie, c'est que t'as finalement une formation au départ qui est très, très cadrée, ingénieur, très technique, qui finalement aujourd'hui n'est pas du tout ce qu'on pourrait imaginer quand on voit ce que tu fais c'est ça, et quand on voit un peu le style que tu as aussi. C'est sûr que t'as pas le look c'est ça, ouais. d'un ingénieur qui sort d'une grande école, quoi. C'est ça. Là, tout de suite, on se dit pas totalement tout de suite. C'est impossible à dire. On le devine pas forcément tout de suite. Si on revient à cette anomalie qui est hyper, je pense qu'il y a plein de gens qui ont cette anomalie un peu, ils n'ont pas le style du job qu'ils ont actuellement. En tout cas, ils n'ont pas le style de leur histoire. Si on revient à ton histoire. Tu viens d'où? Parce qu'aujourd'hui, tu es dans le monde de la fashion, tu es hyper connu sur plein d'aspects du monde de l'image, du monde de la vidéo. Mais au début, est-ce que tu es... d'où tu viens? Est-ce que c'est un peu évident? Est-ce que tu viens de New York? Est-ce que tu viens de Londres? Est-ce que tu viens d'où? Est-ce que je suis né? T'es des ouf. Dans le Doubs, je sais pas si tu connais. Je connais le Doubs. C'est vrai? Ouais, je connais le Doubs. Et je suis né à Pontarlier. Donc c'est là-bas, je suis pas sûr qu'il y ait la Fashion Week là-bas. Pas trop, il y a plutôt de la prairie et des Montbéliardes, des vaches. Et même j'ai grandi à Vermouth, le village le plus froid de France. Oui, je sais que le Doubs, c'est la région la plus froide de France. La petite Sibérie, ils appellent ça. Exactement. Et vraiment, c'est l'hiver, des fois, il y a des moins 25, des moins 30. Et en juillet, t'as la polaire en juillet, tu vois. Ah, ok. Genre, tellement il faisait froid, mes parents, ils ont dit quoi? Allez, on bouge dans le sud un peu vers Toulouse. Et c'est là, du coup, j'ai grandi dans le Tarn, vers Agroyer, jusqu'à mes 18 ans. Ok. En fait, t'as 24 ans, c'est pas il y a si longtemps que ça, en fait, finalement. Ouais. 18-24, on n'est pas trop loin. J'ai fait mon lycée dans le Tarn jusqu'à 18 ans. Et après, j'ai fait mon école d'ingénieur à Toulouse, du coup. On va revenir sur ton école d'ingé. Juste avant, quand t'étais plus jeune, t'as toujours voulu travailler. Est-ce que t'as toujours eu cette créativité ou parce que là aujourd'hui on te voit, t'es hyper
hyper stylé dans le sens où on sent que pour toi le fait d'avoir un look, d'avoir une apparence physique qui est en adéquation avec ce que tu veux, avec de la créativité. Est-ce que tu as toujours eu ça quand tu étais plus jeune ou ça vient avec les années? Ouais, c'est venu avec les années un peu, mais toujours à partir de 12-13 ans. Même en vrai, 10 ans, j'ai toujours été faire la différence, pas être comme tout le monde, avoir son propre truc. Je sais pas, des trucs bêtes sur le rugby, tu vois, j'ai joué au rugby. Je voulais pas avoir les mêmes crampons que tout le monde, genre avoir des crampons un peu cool. Je sais pas, plein de trucs bêtes comme ça. Pas bêtes, tu vois, mais toujours été de la différence un peu, tu vois. T'as des frères et sœurs? Non, fils unique, ouais. T'es fils unique. Mm. Le fait d'être fils unique, voilà, pour le coup, je pense que est-ce qu'on est dans le cliché du fils unique de cet enfant a absolument tout ce qu'il veut, Non. ou alors c'est tout l'inverse, on en a qu'un seul, donc on va bien le cadrer, on va bien lui donner la direction où il doit aller. Non, ouais, j'étais plutôt bien cadré. Ben, mon père, il est bulgare, tu vois. Ok. Et lui, c'est une tête, genre, il est vétérinaire, tu vois, et quand il a fait ses cours, il a toujours été major de sa promo. Il était vétérinaire pour le roi de Bulgarie et tout, genre, tu vois, et un peu l'armée, tu vois. Toi avec et ta maman? Et ma mère, du coup, elle a toujours été avec lui. Enfin, pas toujours été avec lui, mais elle a toujours été assistante vétérinaire, auxiliaire vétérinaire et tout. Ouais. Donc, t'as quand même des parents qui sont hyper carrés, qui sont dans une éducation en plus qui sont médicales avec les animaux. Donc, C'est ça. c'est très, 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 très normé, avec des études, avec un bagage de connaissances et de compétences. Et plus la mentalité un peu suisse-allemande, tu vois, genre à l'heure, truc et tout. Bon, du coup, à l'heure que j'ai pas trop gardé, mais. Et franchement, t'es arrivé à l'heure, je crois que t'es même pas arrivé en avance. Un peu en avance, je suis arrivé, la vérité, ouais. Mais ça arrive une fois sur 5, ça. Mais... C'est arrivé chez nous. Comment tu vis quand t'es petit? Parce qu'en fait, toi, tu fais de la créativité, c'est un truc qui t'intéresse là-dedans. Comment toi, tu vis le fait d'avoir un peu un système familial ou un cadre familial qui, lui, est très, très carré, en tout cas, qui veut t'emmener là-dedans? Comment tu le vis, toi, à ce moment-là? Bah, je le vis bien, en vrai, mais j'ai toujours eu cette imagination rêvée, tu vois, un peu... Rêveur? Un peu rêveur, ouais, quand j'étais petit, ouais. Tu sais d'où ça vient? Peut-être comme j'étais enfant unique, peut-être que bah, tu joues un peu tout seul, tu vois, genre, du coup, tu rêves, quoi. Ou tu laisses passer un peu tu laisses passer les pensées et tu te laisses happer et t'y vas. Ça, ouais. Et on pense il pensait à quoi, Alexis, quand il était plus jeune? Où est-ce qu'il s'évadait pour être aujourd'hui quasiment aussi créatif qu'il est? On pense à quoi à 12-13 ans ou sur quoi on s'évade? Plus sur la nature, tu vois, genre dehors et tout, même dans ma chambre, jouer avec mes petits jouets, tu vois, créer des histoires et tout, trucs comme ça, quoi, quand on est... Est-ce que c'est un mécanisme que tu as aujourd'hui encore à l'âge adulte? Non, beaucoup moins, en vrai. Là, je l'ai toujours, enfin, si, j'ai toujours en gros, quand je fais une photo, maintenant, j'ai toujours l'image dans ma tête de la photo avant que je la fais, ou même une vidéo, j'imagine toujours la vidéo dans ma tête avant de la faire. Mais je sens qu'en ce moment, j'ai beaucoup plus de mal à créer, tu vois, genre des choses. Je sais pas, plus de mal, mais c'est plus dur qu'il y a 2-3 ans, tu vois. Est-ce que là, je fais une interprétation. Est-ce que c'est parce qu'en fait, avant, il y avait pas d'attente? Là, tu pouvais être créatif sans le fait d'avoir peut-être d'être payé ou qu'on attende que tu sois créatif. Avant, fallait t'étais créatif parce que tu avais envie d'être créatif. Non, en vrai, je suis toujours créatif et tout, tu vois, mais j'ai pas la même imagination où je suis beaucoup plus focus. Et même, je pense, en vrai, c'est le téléphone maintenant, genre, ou les écrans, je suis trop dessus et ça me bouffe le cerveau, en vrai, la vérité. Avoir des projets, là, tu arrives toujours à avoir des bonnes idées et tout, à avoir le truc. Mais je sais que si je lâche mon téléphone, je serai encore meilleur. Donc là, t'as 13, 14 ans, t'es du côté de Toulouse. Tu pars pour grosso modo vouloir faire de la créativité, mais en tout cas sur un domaine de productivité technique, ouais, plus technique. des trucs et tout, ouais. Est-ce qu'il y a une première rencontre avec le métier de photographe ou avec à ce moment-là quand t'es jeune ou pas du tout? Pas du tout. Ouais. J'avais un oncle qui est photographe animalier, tu vois, genre tout ce qui est comment dire, dans la nature, c'est de la neige, etc. Je sais pas comment on dit, ouais, photographe animalier. Okay. De reportage, on va dire. Mais jamais eu personne dans mon entourage qui était vraiment dans la photo et tout. Pas trop, en vrai. T'étais plutôt bon à l'école ou pas du tout? Ouais, bon élève, ouais. Bon élève, des bonnes notes? Ouais, très bonne note, ouais. J'ai toujours été dans le premier ou deuxième de ma classe et tout. Ok. Tout le temps, ouais. Après, au lycée, ouais, un peu moins. Mais collège, ouais, tout petit, toujours premier ou deuxième. Sans forcer, en forçant, ou juste parce que tes parents t'obligeaient à être premier de la classe? En vrai, sans forcer, en vrai. Enfin, ouais. Si, toujours tu travailles un peu, tu vois, mais un peu plus que les autres, peut-être, aussi. Tu travailles plus que les autres ou tu travailles moins que les autres? En vrai, ça, je sais pas, en vrai.
Pareil, en vrai. Donc, grosso modo, l'école facile pour toi. Ouais, Alors, en tout cas, au collège, ouais, t'as pas un mauvais souvenir de l'école et tu te pas même dit au lycée, genre. ça allait et tout. Et quand tu te retrouves à rentrer dans ton école d'ingé, t'as quel âge pour qu'on te 18 ans, ouais. 18 ans, ok. C'est quoi, qu'est-ce qui se passe dans ton école d'ingé à ce moment-là? En vrai, déjà, ça change. Déjà, t'arrives à Toulouse. Ouais. Premier appart, faut apprendre, faut faire à manger, faut se lever le matin, faut aller en cours, tu vois, genre, déjà ça change, ça, là. Puis en vrai, il y avait beaucoup plus de pression à l'école d'ingénieur, genre, tous les samedis matins, j'avais 4 heures de contrôle. Tous les soirs de la semaine, du coup, tu bosses tes partiels du samedi matin. Enfin, c'était quand même une plus grosse pression que avant. Puis même si c'était les parents qui payent, du coup, tes cours, c'est une école privée. Donc c'est pas et puis en plus de la prépa, on faisait un double, je sais pas si c'est pas un double diplôme, mais il y avait prépa plus BTS, tu vois. Ok. Du coup, on avait le BTS aussi à la fin des 2 ans en plus de la prépa. Et là, tu disais que l'école, grosso modo, ça allait, c'est relativement facile. Comment ça se passe pour toi là, c'est toujours aussi L'école facile d'ingé, non, parce qu'en fait moi j'ai fait une STI 2D, je sais pas si tu vois. Pas du tout. C'est quoi, c'est les techniques, hein. Un bac techno en gros, c'est pas un bac général, tu vois. Ok. J'ai fait un bac techno et du coup dans la promo, tu vois, on était genre 100. Mais on était que 5 ou 6 de bac techno, tu vois. Et les autres, les S et compagnie, genre en maths et tout, ils envoyaient. Ouais, vraiment, j'ai vu vraiment une différence de niveau, tu vois, en école d'ingé. Et en vrai, en école d'ingé, j'étais plus dans les premiers, j'étais plus dans les. Dans les derniers. Ouais, dans les derniers, en vérité, j'étais plus dans les derniers, tu vois. Sauf des fois, il y a des matières où je me débrouillais bien, mais comme les maths et tout, c'était là, c'était le plus en niveau coef, tu vois. J'étais plus dans les derniers en école d'ingé. Ça peut inverser. Donc en fait, l'école, finalement, ça se révèle pas être une super. En tout cas, l'école d'ingé se révèle pas une super bonne idée, en tout cas, au moment où tu vas. Ouais, ben surtout, c'est pas trop ce que je m'attendais, tu vois. Genre, comme je t'ai dit au début, l'école d'ingé, moi, j'étais en mode de, ouais, on va créer des objets, on va créer des trucs, on va imaginer et tout. Et en vrai, c'était que du management, bosser sur des cotes d'objets, c'est les cotes et mesurer Ouais, des je vois très trucs bien. plus industriels, tu vois. Genre, j'ai pas trop kiffé, quoi. À quel moment arrive la photo dans ce parcours, dans ton Ben, parcours? en fait, quand je suis arrivé à l'école d'ingé, au même moment, il y a un photographe de Paris avec qui j'étais pote, qui arrive sur Toulouse et qui dit ouais les gars, je suis sur Toulouse, parce que qui est chaud pour faire des photos de chaussures et tout dans Toulouse et tout, voilà. Ben, moi je dis vas-y, je suis chaud et tout, on y va. Et là il prend mes chaussures en photo, moi avec et tout, et c'était incroyable, genre il avait un truc, quoi. Et je me suis dit ah c'est trop bien, moi aussi je veux faire ça et tout. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Genre, tu dis, tu veux faire ça, mais est-ce que Et t'as même déjà réfléchi au fait de devenir. Est-ce qu'on peut dire que t'es artiste aujourd'hui? Est-ce que tu te vois ça plus comme un artiste? Est-ce que tu dis que l'artistique dans ta vie, ça a une place suffisamment importante pour que tu mettes ton énergie dessus? quand j'ai 18 ans, Ouais. Parce que à un moment, tu te dis, en non, fait, je suis pas à 18 ans, je suis pas artiste, en vrai. J'étais étudiant dans ma Mais tête. est-ce que Dans ma dans ta tête, tête, ouais. tu te dis, waouh, ça, c'est potentiellement un truc dans lequel j'aimerais passer plus de temps et qui. Ah ouais, direct, ouais. Ouais. Direct, je me dis, ouais, là, je vais charbonner, là. Et je vais essayer de m'améliorer là-dedans et tout. Et en plus, au même moment que ça, il y a mon pote qui est arrivé sur Toulouse pour aller faire les photos. Ma mère voulait acheter un appareil photo en même temps pour les voyages et tout. Et du coup, ça tombait bien. Et du coup, on a pris un bon appareil photo. Et j'ai commencé à prendre mes amis en photo dans Toulouse. Sur les toits aussi, on s'amusait à monter sur les toits à Toulouse, faire des photos avec les couchers de soleil et tout. Ça, c'était cool. Et du coup, en postant ces photos, il y avait grave des retours de gens qui disaient oh, c'est incroyable et tout, et ça a un peu commencé comme ça, enfin ça a commencé comme ça. Cette idée de vouloir aller sur les toits, elle vient comment? Que finalement, c'est le départ des photos qui commencent à faire que derrière, ça va s'enchaîner. Elle vient de cette idée? Je pense que ça venait des inspirations un peu japonaises, chinoises, c'est des photographes qui étaient là-bas qui faisaient pas mal ça, ou même aux États-Unis, beaucoup de mecs qui montaient sur les toits un peu à l'époque, c'était pas mal la mode là-bas, mais pas trop en France. Je me suis dit c'est cool de ramener ça en France aussi, et puis il y avait un petit challenge, tu vois, de monter aussi, d'y arriver et tout. Il y avait une petite excitation quand tu faisais, t'étais content, tu vois, de la faire, quoi. Et puis surtout, ce que j'avais adoré en fait, c'est que c'était pas donné à tout le monde de la faire, genre ceux qui voulaient la faire, la photo sur toi, ils devaient galérer aussi comme toi, et c'est comme un tag, les tags qu'on voit un peu partout. En fait, finalement, le tag n'est pas exceptionnel en soi tout le temps, mais finalement d'aller le faire à ce niveau-là, ouais. la performance d'y aller, finalement, fait que le fait de le faire devient un peu légendaire. Et ça revient un peu quand j'étais petit, tu vois, toujours faire la différence, tu vois, et sortir du lot des photographes qui allaient faire des photos dans les rues et tout, tu vois.
Et ça qui me chauffait un peu. Qu'est-ce que tu vois quand tu arrives dans le monde de la photo où tu te dis il y a une valeur ajoutée à apporter? En tout cas, qu'est-ce que tu vois qui va te permettre de te différencier pour la suite? C'est quoi cette impression de te dire j'ai moyen d'exister dans ce domaine grâce à... Je pense que c'est les retours des gens que j'ai eu, qui me disaient allez continue, c'est top et tout, et puis ça a marché, puis beaucoup de bouche à oreille, du coup des gens me contactaient, et quand j'ai commencé à avoir des retours, je me suis dit ouais, je vais continuer encore plus et tout, prendre du meilleur matériel, acheter du meilleur matériel, plus me renseigner sur la technique, sur les en photo, tu vois, genre c'est ça qui m'a motivé aussi à level up le niveau, tu vois. En fait, ce qui est dingue, c'est qu'aujourd'hui, t'es reconnu dans ce que tu fais aujourd'hui par énormément de personnes autour de toi et qui savent qui tu es. Dans le milieu de la photo, dans le milieu de la vidéo, tu as travaillé avec des footballeurs français très connus, une des particularités, mais tu as aussi énormément d'autres personnes avec qui tu as travaillé dans plein d'endroits. Tu as commencé à 18, tu en as 24 aujourd'hui. 25 même. 25 Ouais. Donc tu as eu 25 ans, donc c'est hyper court en fait finalement. De passer je veux pas faire de la photo, parce que généralement il y a des gens qui ont comme passion la photo et qui avec le temps deviennent photographes parce qu'ils ont travaillé, parce qu'ils ont fait des trucs. Et toi c'est par hasard une petite photo, des photos sur des toits, du bouche à oreille. Et aujourd'hui t'as fait de la vidéo, des photos pour le PSG il y a pas très longtemps. Ça, ouais, pour avec Nike et tout. Pour Nike, je pense France que aussi, ouais. l'équipe de France, je pense que ton parcours, il y a beaucoup de photographes qui rêveraient de l'avoir. Comment on fait pour faire ça aussi vite? Qu'est-ce qui a fait que, d'après toi, avec un peu de recul, comment tu penses que c'est possible de réaliser ça aussi vite? Parce que moi, je vois, j'ai un problème. Tout ce que je fais, je le fais mais à fond, mais je me bute, tu vois, genre, je me renseigne tout et tout. Tu vois, mes trucs bêtes, tu vois, genre quand j'étais petit, genre 16-18 ans, je jouais beaucoup aux jeux vidéo, tu vois, à Call of, etc. Tu vois, Call of Bien Duty, sûr. tu sais. Bien sûr. Et genre... je ne suis pas un dinosaure, Alexis. Genre, est-ce que tu connais la télévision, Roger? En fait, chaque truc que je fais, je le fais à fond. Genre à Call of, tu vois, genre le plus haut niveau, c'est genre les compètes et tout. Et genre moi, je me butais, genre je fais des compétitions, j'étais dans les 5-10 meilleures équipes françaises. Ok. Genre même à l'époque, quand j'étais petit, à Clash of Clans, je sais pas si tu connais Clash of Clans. Ouais. Pareil, Faut genre, arrêter avec est-ce que tu connais. Va falloir arrêter avec ce que tu connais, parce que je vais Pareil, commencer genre, à mal le prendre. je me disais dans la compétition, tu vois, genre mon équipe était dans la meilleure française et la 5e mondiale, tu vois. Ok. Enfin, dès que je fais un truc, je le fais, mais à fond. Pourquoi t'as pas continué dans les jeux vidéo? Parce qu'en fait, c'était finalement c'était presque trop facile de gagner. Ben non, mais c'est plus les darons, quoi. Après. Enfin, en fait, non, c'est pas trop les darons, en vrai. Parce que là Si, aujourd'hui, les darons, ils coupaient la boxe souvent, tu vois, mais... parce que là aujourd'hui, le monde du Parce que pour e-sport moi, ouais. et tout ça, du Mm. monde du gaming, c'est en train de prendre des proportions complètement dingues. T'aurais pu limite t'engouffrer là-dedans et finalement, parce que si t'étais dans les 10 meilleurs français entre guillemets avec ta team, Mm. la route était presque Ouais, tracée. c'est vrai, ouais. Mais je sais pas, en vrai, pourquoi j'ai... Bah, après, on s'est un peu dissous aussi, tu vois, et puis même professionnellement parlant, je me suis dit que c'était mieux de faire une école d'ingé et tout, genre... Puis ça m'a saoulé un peu rester derrière un écran, j'avais mal aux yeux aussi. Enfin, comment dire... corporel, enfin, humainement, tu vois, Ouais. j'étais pas... C'est vrai que- Physiquement physiquement parlant. je savais que c'était pas bon pour moi, tu vois, et je voulais pas continuer là-dedans et je préfère plutôt faire autre chose, tu vois. Attends, tu vois, c'est une partie de toi qu'on découvre et qui est hyper intéressante, parce qu'en fait, t'aurais pu presque, en fait, t'es pote avec Michou, c'est là où on s'est croisé la dernière fois, qui lui est dans le gaming à fond, donc limite, Ça, ouais. t'aurais pu être De ouf. un acolyte, t'aurais Mais pu tu vois, être... même les Gotaga et tout, je jouais contre eux à l'époque, tu vois. Hmm. Les Wartech, je sais pas si tu connais, Oui, bien sûr. les Gotaga et tout, je jouais contre eux à l'époque, tu vois. Donc c'est drôle, des fois je les croise, enfin, je leur dis pas, tu vois, mais on se tapait à Call of, tu vois, genre. Et ça, c'était il y a 7-8 ans peut-être et tout. Ah ouais, donc ça veut dire qu'à ce moment-là, t'envisages même pas que le jeu vidéo, en tout cas, ça peut être potentiellement ton Non, ouais. job. Puis même il y a 8 ans et 9 ans, personne gagnait sa vie avec les jeux vidéo. Enfin, même les plus gros, c'était compliqué, tu vois, genre, enfin, avec Call of Duty et tout, ouais, c'était pas ouf, tu vois. Et la photo, donc t'es passionné, donc quand tu fais un jeu, quand tu commences quelque chose, tu vas de manière obsessionnelle. Ouais, c'est ça. Ouais. Quand même 4 ans, grosso modo, 4-5 ans, on va dire 4 ans pour photographier, être photographe au PSG et tout ce que ça comporte derrière. C'est quoi un peu ton secret, ou c'est quoi ton filon pour, à part l'obsession, est-ce qu'il y a quelque chose qui a fait que ce soit plus Je possible? pense que une fois j'étais avec un pote, tu vois, il m'a dit
il faut toujours s'inspirer des meilleurs, tu vois. Et du coup, moi, je regarde toujours les meilleurs, comment ils bossent, tu vois, comment ils travaillent, comment ils s'entourent. Et moi, je m'inspire et après, j'avance comme ça, tu vois, genre. De quoi tu t'es inspiré, que tu gardes encore aujourd'hui? Pour chaque projet que je fais, tu vois, je regarde enfin, chaque projet, genre photo ou autre, tu vois, genre. J'ai aussi des boîtes que je te dirai après, tu vois. Mais dans la photo, tu vois, je regarde les meilleurs photographes, je sais plus. Enfin, j'ai pas trop les noms en tête là, tu vois, mais je regarde les backstage, je regarde comment ils travaillent, je regarde, je m'inspire, tu vois. Et je vois leur technique et je me dis, ah ben en fait, lui pour faire ça, il fait ça, ben vas-y, let's go, tu vois. Tu t'inspires des Mais pratiques. plus techniquement parlant, Ouais. tu vois, mais pas créativement parlant. Créativement, j'ai mes idées et tout, mais c'est plus pour arriver au niveau, genre le mec qui fait une campagne Louis Vuitton, ben je me dis, ah putain, comment il a fait ça et tout, genre, tu vois. Il y a un gros travail de recherche, ça. Genre, Ouais, recherche et aussi s'entourer avec les bonnes personnes aussi, tu vois. Et qui peuvent t'apporter ce que tu n'as pas. Et ça que je fais beaucoup en ce moment, c'est que je prends des excellents, comment dire, mecs à la lumière, tu vois. Je prends les meilleurs mecs à la retouche, je prends les meilleurs au stylisme. J'essaie de toujours prendre les meilleures personnes, tu vois, même si je gagne moins d'argent ou pas. Mais je sais que ça paye, tu vois, et aujourd'hui ça paye, tu vois. Aujourd'hui, t'es artiste, on peut découvrir ton travail partout, je pense, sur les réseaux sociaux, en vidéo, et j'encourage tout le monde à aller voir ce que fait Alexis, pour que vous puissiez voir ce qui se passe. T'es aussi, il y a une énorme part artistique dans ce que tu fais. L'inspiration, aller faire de la recherche, forcément, c'est un job, ça fait partie de ton job. Mais t'es aussi également entrepreneur. Donc en fait, est-ce que c'est difficile d'être artiste et entrepreneur en même temps? Moi, je pense que ça va ensemble en vrai. Parce que, enfin, si ça va ensemble, parce que je pense que si t'es un artiste et tout, mais que tu sais pas trop gérer ton argent ou quoi, tu te fais bouffer et après tu tombes. Genre, enfin, la musique, ça arrive souvent, même dans le milieu, enfin, les artistes et tout, tu vois. Donc, faut toujours avoir ce côté un peu entrepreneuriat, je pense. C'est un truc que tu as développé ou c'est un truc que tu as dû développer ou c'est un truc que tu Après, avais naturellement? j'ai toujours aimé ça un peu. Et du coup, ouais, moi, je suis très ambitieux, tu vois, genre, je veux toujours être le meilleur. Toujours avoir le meilleur résultat, toujours être au top, tu vois. Et c'est ça qui m'aide aussi à avoir ce côté entrepreneuriat aussi à côté, quoi. Comment on fait pour être au top avec en tout cas ta méthode à toi, en tout cas si tu peux nous en parler, pour continuer d'être au top et de continuer à atteindre tes objectifs et d'être le plus ambitieux possible. Bah déjà, regarde ce qui se fait autour un peu, tu vois, pour être un peu à la page et pas être dépassé. Du coup, toujours, moi, je me remets tout le temps en question, genre tous les jours, tous les 2 jours, je vois mes photos, je dis... Mais la vérité, même, enfin, c'est que mes photos que je sors, je suis jamais content en vrai. Genre, jamais je veux les poster ou jamais je trouve. Enfin, tout le monde dit ça c'est cool et tout. Moi, je me dis non, en vrai, là, il manque un truc, je suis pas au niveau, je suis pas au truc, je suis pas encore et tout. Et ça, c'est encore actuel, tu vois. Voilà, du coup, là, Éternel insatisfait? un peu, ouais. Et bon, après, ça arrive, des fois, je suis content. Mais ça, c'est une fois sur 10 ou une fois sur 15 peut-être. Et c'est quoi les éléments qui font que t'es content? C'est genre, c'est quand ça réunit. Ben, quand la photo, je la vois, je me dis, ah ouais, c'est vraiment ça que je voulais. Et c'est vraiment ça que j'avais prévu dans ma tête, tu vois. Et que j'avais vraiment anticipé. Par quoi t'es. Qu'est-ce qui te bloque aujourd'hui dans ton ambition? Et que forcément, des fois, est-ce que entre l'idée que t'as et les gens avec qui tu collabores, est-ce que c'est compatible? C'est compatible, tu vois. Mais tu vois, jusqu'à maintenant, j'ai toujours travaillé avec des célébrités. Jamais fait de projet perso, jamais de. T'as pas fait de mariage, quoi. Ouais, pas trop, non, T'as jamais, pas fait ouais. des mariages, des bar mitzvahs, des soirées DJ, Mais des choses comme ça, t'as pas si, eu? si, ben ça, non, j'ai déjà, ça c'est à l'époque, à Toulouse, tu vois, j'ai fait des photos de soirée et tout, enfin, pour de l'argent. Mais quand je dis projet perso, c'est plus des projets genre où c'est moi qui amène mon idée, c'est moi qui dirige tout de A à Z, tu vois. Ok. Et actuellement, depuis 3 4 ans, c'est que des projets, enfin, beaucoup de projets que je fais, c'est des projets, on va vers moi avec un brief, tu vois. Et on me dit, bah, il y a quand même, faut faire ça un peu, tu vois. Genre, il y a quand même une mini ligne directrice, même si j'ai beaucoup de liberté, mais, la vérité. Mais tu vois, la semaine, là, on était à Londres pendant 2 3 semaines, là. Et j'ai fait des projets perso là-bas. Et je me suis régalé parce que j'ai vraiment pris le modèle qui va avec ce truc, le style qui va avec. Enfin, je me suis vraiment régalé, tu vois. Et je pense qu'il faut que je fasse beaucoup plus de projets perso actuellement, tu vois, pour vraiment montrer ce que je peux faire. C'est quoi un projet perso de rêve pour toi? Enfin, c'est pas projet perso, mais ce que j'ai trop envie de faire là, en ce moment, de plus, c'est faire des couvertures de magazines. Quel type de magazine? DQ par exemple, ou qu'est-ce qu'il y a, DayZ, j'aimerais bien faire aussi. Ouais, des magazines de mode, tu vois, genre.
vraiment ça que j'ai envie de faire en ce moment. C'est ce qui me chauffe le plus. Ouais. Pourquoi c'est... Parce qu'avec ça, tu vois, c'est grâce à ce genre de cover, tu vois, que je vais faire, que je pourrais faire des grosses campagnes Louis Vuitton, des grosses campagnes luxe, tu vois. Et là, c'est plus les mêmes budgets. Genre, c'est des fois, tu peux avoir des shootings à des millions d'euros, quoi. Un budget total, tu vois. Et le but, c'est ça, d'arriver à Ouais, ce le but, niveau-là. c'est faire En fait, moi, mon rêve que j'ai toujours eu, tu vois, aussi, enfin, depuis 2-3 ans, c'est avoir mes photos, tu sais, affichées sur les grands écrans, enfin, sur les grands monuments de Paris, c'est genre le Louvre à côté, tu vois, ou Opéra de Paris, tu vois. J'aimerais trop avoir une des photos que j'ai fait affichées en tant que pub, tu vois, là-dessus. Et d'après toi, c'est accessible? Je pense, ouais. C'est sûr, avec un peu de travail, ça va le faire. Déjà, j'ai fait une campagne métro il y a 6 mois, là. J'étais trop content, genre, tu vois, sur cette du métro, il y a mes photos, même dans le métro, tu marchais mes photos. Et c'était ouf, genre, tu marches avec ton pote, tu fais ah, là, c'est ma photo. Et c'est trop satisfaisant, en fait, de voir, de montrer son Ton art, travail. son travail aux autres, tu vois. Comment ça se passe? Qu'en fait, aujourd'hui, tu fais que de la photo, tu fais de la vidéo aussi. La vidéo aussi, ouais. Qu'est-ce que tu penses de ce qui est en train de se passer avec tout ce qui est l'IA? Parce que l'IA est en train d'arriver et de remettre en cause énormément de choses, y compris la partie artistique. Mm. Comment tu navigues dans cette nouvelle industrie qui est en train d'être révolutionnée pour le coup? En vrai, je me suis intéressé. Des fois, je la prends, j'utilise, tu vois, pour plus des brouillons ou des maquettes ou un truc. Mais je ferme un peu les yeux dessus, tu vois. Je ferme les yeux en mode, j'ai pas envie que ça arrive au point que ça nous remplace, tu vois. Je sais pas ce que tu veux dire. Et ça va nous remplacer. Donc Ouais, parce que des fois, sur TikTok, je scroll et je vois un mec, un photographe, il fait ah, j'ai fait shooting photo sans modèle, j'ai créé mes modèles avec l'IA et tout. Enfin, ouais, c'est un truc de ouf, en vrai. c'est en train d'arriver très 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 fort. Mm. Très très fort. Donc là-dessus, t'es un peu en mode on met les œillères, on croise les doigts pour que ce Ouais, je soit. suis j'ai un peu, comme on dit, le cul entre deux chaises. Ouais. Limite, tu vois, j'ai envie de prendre quelqu'un qui gère ça à fond et le prendre avec moi, tu vois, et bosser aussi sur ça. Mais des fois, après, l'IA, ça a aussi des limites, tu vois. Tu peux pas vraiment. Tu dépends un peu. Enfin, tu sais, l'IA, tu dépends de ce qui existe déjà, tu vois. Et des fois, c'est pas si simple que ça à paramétrer et tout. C'est assez technique, tu vois. Pas tout le monde peut l'utiliser, c'est pas aussi facile que ça, tu vois. Toi, tu penses que tu l'utiliseras plus tard? Je pense, ouais. Surtout pour ce qui est la partie qui est création de décor, tu vois, pour les photos et tout. Parce que là, j'avoue que là, en termes de gains de financiers, en gain de temps, là, pour le coup. Parce que maintenant, je fais pas mal de 3D, tu vois. Ça arrive pas souvent, mais une fois sur 10, on va dire. Tu vois, je prends des mecs à la 3D. Mais des fois, tu te dis que peut-être l'IA, c'est plus rapide, quoi. C'est complètement et exponentiellement plus rapide. Dans ton parcours, est-ce qu'il y a une anecdote que tu veux nous raconter qui est un peu insane ou qui sort un peu du commun des mortels de ce qui pourrait se passer qui a été marquante pour toi? Par exemple, tu vois, genre, le fait d'être, je reviens là-dessus parce que c'est la seule rêve que j'ai maintenant, mais il y a le PSG, il y a le fait, tu vois, genre ta coupe de cheveux, le fait d'être passé dans le Times, d'avoir des amis et en tout cas de collaborer avec constamment. Moi, je t'ai vu avec Michou. Pour de vrai, genre la plupart des gens. Alors, ce qui est très drôle, c'est que j'ai dit à mon fils, j'ai croisé Michou. Il m'a dit, c'était complètement fou, tu vois. Genre, t'es aussi dans un écosystème qui est rempli aujourd'hui, c'est ouf, hein. rempli de personnes qui sont des célébrités avec qui tout le monde aimerait être pote. Et finalement, toi, t'es pote quasiment, en tout cas pote ou au moins proche ou au moins en contact avec ce type de personnes. Comment on vit ça? Moi, tout le monde est pareil, tu vois. Tout le monde va aux toilettes, tout le monde a ses propres problèmes perso. Et puis, tu vois, j'ai travaillé avec des célébrités et tout, tu vois. Et en fait, à l'époque, je partais beaucoup en vacances avec les footballeurs, tu vois, enfin, avec des personnalités, tu vois. Et je faisais beaucoup de vidéos de vacances, photos et tout, pour eux et tout, pour le réseau. Et j'ai vu que même en gagnant énormément d'argent, tu vois, tu seras pas forcément le mec le plus heureux Et du coup, à partir de ce moment-là, je me suis dit, mais en vrai, tout le monde est pareil. C'est pas que t'es plus connu que l'autre, qu'on ne connaît pas au même rang, tu vois, et que tout le monde se respecte autant que. C'est vrai qu'aujourd'hui, tu croises n'importe qui, tu te dis pas, putain, chaud là. Ou je vais dire n'importe quoi, je vais dire Kylian Mbappé, tu te dis pas, genre, putain, le mec, faut pas que je me loupe. T'as pas ces appréhensions-là? Bah, si, toujours, faut pas se louper, tu vois, mais j'ai pas ce stress, tu vois, genre. Ah ouais, putain, c'est Kylian, tu vois, genre, Ouais. Kylian, anecdote avec lui. Avant de bosser avec lui, là, avec lui, pour Nike, où il était là avec le PSG, tu vois, on avait fait une soirée anniversaire avec Kurzawa, tu vois. Il était avec nous, et puis on a fêté l'anniversaire de Levin ensemble, tu vois. Et on a fait, du coup, j'ai mangé avec lui au resto et tout, à Paris.
Donc c'était cool ça. En fait, ce qui est drôle, c'est que c'est potentiellement presque une vie de dingue, en fait, hein, que tu as, en tout cas, un écosystème compliqué et t'en parles avec toute détente. Sur quoi t'es stressé ou sur quoi t'as de l'appréhension? Qu'est-ce qui te... En vrai, le projet d'équipe de France que j'ai fait là, j'avais un peu la pression, tu vois. Une chose numéro une, elles sont 26. Il y a 26 filles pour la Coupe du Monde. Et pour la vidéo, j'avais un quart d'heure. Enfin, on avait un quart d'heure, j'étais en Corée. J'avais pris un pote à moi en réal, tu vois, avec moi. On avait un quart d'heure pour faire 6 plans avec les 26 meufs. Enfin, c'était assez compliqué, tu vois. Et tout était timé et tout à la seconde près, là, à la vérité. Et là, j'avais la pression parce que l'équipe de France, si t'as pas fini ton plan, c'est fini, c'est ciao, tu vois. Genre, tu ne retravailleras plus jamais non, avec. Non, si tu peux refaire, en gros, si tu, enfin, ça je sais pas, tu vois. Mais tu peux pas refaire ton plan indéfiniment et tout. C'est pas un tournage sur un jour ou quoi, tranquille, t'es chill là. Là, tout était paramétré à la seconde près, tout est carré, tu vois. Là, en vrai, j'avais un peu la pression, mais j'étais avec une bonne équipe, du coup, je comptais un peu sur eux, tu vois, et ça allait, tu vois. En fait, vu que tu t'es entouré des bonnes personnes, forcément, tu pouvais compter aussi également sur eux. C'est ça, ouais. C'est ce projet, en vrai, j'ai pas mal de pression, tu vois, même la prod et tout était sous pression, genre, tu vois, la fille, elle a pleuré à la fin et tout. Enfin, il y avait beaucoup de pression, tu vois, les gens, ils ont beaucoup relâché, tu vois, à la fin du truc, tu vois. C'était un assez gros projet, tu vois. Est-ce que tu aurais ou en tout cas, est-ce que tu as une méthode pour justement gérer ce genre de pression? Parce que là, c'est l'équipe de France, donc c'est image de l'équipe de France. Donc en fait, tu dois être bon sur comment mettre l'équipe de France féminine en avant par rapport au code de l'équipe de France. Forcément, ça demande un cahier des charges de psychopathe. Toi, ta manière de gérer, de gérer ça de manière émotionnelle, c'est comment tu fais? Respirer par le ventre, tu t'expires par le ventre, tu fais fou, tu souffles là comme ça. Avec le diaphragme. Avec le diaphragme, exactement, ouais. Et ça, franchement, ça va être pas mal en vrai, tu vois. Exercice de respiration, tu veux dire? Ouais, un peu, ouais. Mais en vrai, je suis pas une grosse stressée de la vie non plus, tu vois. Genre, je suis pas trop stressé, mais. Ça vient d'où le fait que tu sois. En fait, que ça presque, on dirait que ça te glisse dessus, quoi. En vrai, ça, je sais pas d'où ça vient. Tu penses que c'est un tempérament? Ton père, ta mère sont comme ça ou pas du tout? Mon père, peut-être un peu, ouais, pas trop stressé, ouais. Ma mère un peu plus, mais mon père, elle a cool, quoi. Genre. Tu penses que c'est un atout ou une. Je pense que c'est un atout en vrai. Parce que quand tu vois des gens un peu trop stressés, ben, des fois ça casse, tu vois, ça lâche. Et ça, après, c'est dur à récupérer et être bon sur le moment. Et inversement, on pourrait croire que potentiellement le fait que ta détente, c'est de la nonchalance. Donc, t'as déjà dit potentiellement que t'étais quelqu'un qui prenait pas les choses au sérieux ou... Ça, non, ouais. Parce qu'en vrai, même si je suis pas stressé, je suis quand même rigoureux, tu vois. Et du coup, j'ai toujours fait mes travaux en temps et en heure et bien, quoi. Ouais, à la fin, t'as beau ne pas être stressé, c'est pas pour autant que tu fais pas le job, quoi. C'est ça, Ou ouais. pire encore, tu vas même au-delà de ce qu'on pourrait attendre. Après, des fois, tu prends des coups de pression comme avec Inox et Nike, tu vois. Des fois, t'as des petits imprévus techniques. Pendant 1 heure, enfin, tu cogites quand même, genre, tu dis putain, fais chier, genre. Quel genre de problème t'as eu? Pas des problèmes, mais des interrogations, tu vois. Genre, en gros, pour Inox, pour Nike, je sais pas si tu vois la photo, comment elle est. Non, pas du tout. En gros, il fait l'Everest, là. Et du coup, ça collab avec Nike, ça tournait autour de la glace. L'aspect technique où on a bugué un peu, c'était genre, est-ce que nous, on shootait, genre, dans une espèce de piscine, tu vois, genre, remplie d'eau, tu vois, quitte à abîmer le cyclo, le studio, ou alors le shooter indépendamment de l'autre, tu vois. Et ça, on savait pas jusqu'à la veille du shooting, tu vois. Mais on a quand même pris le risque, du coup, quand même, à la fin, et c'était mieux, tu vois. Mais c'est plus sur des aspects techniques et tout que tu stresses, que je stresse, tu vois. Parce que tu maîtrises pas le truc, en fait. Tu maîtrises pas le... Quand je stresse, c'est quand je maîtrise pas le truc, j'ai pas la réponse, tu vois, et c'est là que je commence à stresser. On va se rapprocher, là, on commence à se rapprocher de la fin de ce podcast. Est-ce qu'il y a un élément qu'on n'a pas évoqué, qui est hyper important pour toi et que t'aimerais partager avec les gens qui nous écoutent? Mes cheveux. Là, on voit pas. Là, on voit pas. On voit pas, mais c'est que là, hop, tu te mets de côté. Derrière, là. ouais. Mais après, derrière, on te voit. C'est quoi c'est le. En fait, je pense qu'au-delà de la coupe de cheveux, il y a, le style de manière globale. Parce que tu pourrais très bien être un super bon photographe et n'avoir aucun tatou, être habillé de manière très, très standard, on va dire casual. Non, toi, t'es dans l'artistique jusqu'au derrière de ton crâne. C'est ça. Pourquoi c'est si important? Parce que moi, j'aime trop exprimer, tu vois. Et
outre les habits, que c'est cool et tout, tu vois, je me suis dit, mais pourquoi pas m'exprimer sur mon corps et le tatouage, du coup. Et pour le crâne, bon, le crâne, c'est pas moi qui ai voulu faire ça, enfin, vraiment. C'est plus le coiffeur, par hasard, j'ai rencontré un coiffeur, tu vois. Il m'a dit, oh, tu serais chaud de faire ça dans tes cheveux. Je dis, ouais, mais à fond et tout, vas-y, on y va. Et c'est là que ça a pris, tu vois, ce dernier à la cheveux. Et du coup, maintenant, chaque mois, ben, on réfléchit à un nouveau concept ensemble, genre, quelle écriture on met, quel dessin, quel style, tu vois. Et c'est vraiment, eh bien, c'est ouf parce que du coup, quand je marche dans la rue, tu vois, il y a des gens, ils me reconnaissent par rapport à ça, même. Au-delà de ton travail? Genre, Ouais, vraiment, c'est la coupe de cheveux, ouais, la coupe de cheveux. Genre, une fois, j'étais à LA, euh, paumé un peu dans la ville, tu vois. Et une meuf qui m'arrête derrière, elle me dit, oh, c'est toi qui fait les coupes de cheveux derrière toi, j'ai vu le pisse que t'as fait et tout. Et la meuf, c'était une big photographe que je connaissais un petit peu et tout, qui m'a reconnu comme ça dans la rue et tout. Mais ose pas par rapport à mon travail, par rapport à mes cheveux, tu vois. Putain, c'est complètement dingue. Ouais. Finalement, genre, est-ce que je peux faire un parallèle? T'es limite plus connu pour ta coupe de cheveux que pour tes photos? Ça, je sais pas en vrai. Mais. Et j'étais obligé de la poser cette question. Tu te doutes bien. Ah ouais. Ça, je sais pas, mais c'est que les cheveux, dans la rue, ouais, ça marche bien. Les gens. Même des fois, je me rappelle, la première fois que j'avais fait, c'était Jacques Mus, on avait marqué Jacques Mus derrière les cheveux. Ouais. Et d'ailleurs, ça avait pris direct. Genre, Jacques Mus, il avait mis un story direct. Il avait commenté, enfin, il était comme un ouf, tu vois. Et même dans la rue, une fois, je me rappelle, j'étais à Toulouse, je marchais tout seul et tout. Oh, je sais pas si les gens tous y voient. Au bord de la Garonne, je marchais. Et j'entends des bruits derrière moi, des gens qui courent. Et je m'arrête. Et en fait, c'était une meuf qui courait derrière moi pour essayer de prendre mes cheveux en photo. Du coup, je m'arrête et je dis, ouais, mais tu fais quoi et tout? Elle me dit, ah, mais j'essayais de prendre une photo, mais j'arrivais pas et tout. Est-ce que le fait d'avoir fait ça, ça t'a permis d'avoir des opportunités que tu n'aurais jamais eues si tu l'avais pas fait? Je pense que ça aide en vrai. Parce que les gens te reconnaissent aussi dans les événements et tout. Jusqu'à ce que Chris Brown copie le truc. Parce que du coup, Chris Brown, il a fait sa. Il a sorti un album. C'est pareil, quoi. Genre, il a écrit derrière Breezy son surnom. Et la cover d'album, c'est vraiment, on dirait, c'est moi qui est derrière le truc. Genre, c'est le même cadrage qu'on a toujours fait avec Antonio, tu vois. Et du coup, par rapport à ça, moi, genre, je fais un post, je fais merci Chris Brown pour le plagiat, tu vois. Et là, lui, il a pas kiffé. J'allais te dire, on veut la réaction de Chris Brown. Et qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Ah ben là, déjà, en commentaire, il envoie la sauce, il met 4-5 commentaires sur mon post, sur le post du coiffeur aussi. Et là, en DM, il fait quoi? Ça, c'est une excuse, ça, les gars. Allez, vas-y, on la prend. Il me dit, frérot, enfin, que tu sois à Paris ou à LA, je vais t'envoyer des mecs qui vont te couper tes mains et tu pourras plus jamais travailler ta vie. Ah Ça, oui! c'est parti jusqu'à là, tu vois. Ok! C'est parti, tu vois. Bon, je pense que c'est des menaces forcément en l'air, ou en tout cas d'intimidation, mais. Bah, Quoi? pour lui, c'est du normal pour lui, tu vois. Genre, Ok. on connaît ce qu'il a fait et tout. Genre, ça m'a pas trop surpris, tu vois. 4-5 minutes après, je pense que mon manager ou quoi, il est passé derrière lui, il a supprimé le message. Oui, Heureusement, j'avais screen, tu vois. Hop, sur. Au cas où. c'est plus intelligent de supprimer ce type de messages, mais c'est plus intelligent de pas les envoyer du tout, C'est ça, ouais. surtout. Ah Mais ouais. et le truc de ouf, c'est quoi aussi? C'est qu'en fait, l'équipe de Chris Brown, moi, j'avais bossé avec eux il y a 3-4 ans à LA, tu vois. Et du coup, j'ai direct envoyé à son manager. Je dis, ouais, c'est quoi, frérot? C'est quoi ce bordel? Enfin, il a copié le frère, Ouais. vous avez copié, quoi. Et c'est ce qu'il me répond, son manager. Il me dit, bro, it's dope. C'est lourd, tu vois. Il me dit. Ouais. Bah, et aujourd'hui, c'est le premier à avoir fait ça, Antonio? Ouais, c'est le premier. Enfin, on a été les premiers, tu vois, vraiment à faire ce délire du carré avec le lettrage et tout à l'intérieur et tout, tu vois. Ouais, en vrai, ouais. Et c'est une prouesse technique, réellement, ou c'est juste potentiellement visuel? Le but, c'est pas de Non, ouais. remettre en cause, mais Non, c'est non, c'était vraiment. vraiment technique, en vrai. Ouais. Genre, on a déjà vu des coiffeurs qui ont essayé de le faire. Catastrophe. Ouais, ils ont pas réussi, tu vois. C'est vraiment dur, genre, lui, il est vraiment fort. Genre, pour te dire, il a été champion du monde de air tattoo, tu vois, genre. Ok. Genre, il maîtrise le truc et tout. Tu vois, genre, t'as déjà vu sur Facebook ou sur TikTok, c'est les gars qui ont des crânes, enfin, des têtes déguisées sur leur crâne. Oui. Bah, lui, il te le fait, ça. Ok, d'accord. Ça, il C'est te le ouf. fait et tout. Et tous les deux, vous travaillez ensemble? Vous êtes dans le même. Ou vous êtes juste amis? Non, vous on est êtes juste vraiment potes et tout, Ah ouais, très d'accord. potes et tout. Mais tu sais, le truc qui est ouf aussi avec Antonio, c'est que en gros, quand on fait les cheveux, tu vois, ça dure vraiment longtemps, ça dure 8 heures en tout. Quand je vais chez lui, j'allais pour 8 heures au moins. Parce qu'en temps de faire 8 heures? Ouais, en fait, le temps de faire la couleur, tu vois, la première couleur, Ok. la deuxième, parce qu'il faut décolorer une fois, deux fois, Ok. et le temps qu'on choisit, c'est tout. Le temps qu'il fasse, avant de faire le dessin, on n'est jamais sûr de. Enfin, en gros, comment expliquer? On choisit le dessin qu'on va faire
10 minutes avant qu'il commence, tu vois. Genre, vraiment, le final, genre, c'est vraiment rare qu'on se planifie en avance. C'est toujours dernière minute et c'est toujours le bordel. Genre, lui, il me dit, t'es sûr, Flélo, on fait ça? J'ai dit, ouais, vas-y. Ah non, moi, je veux pas. Et là, la vérité, celui-là qui est derrière, là, lui, il voulait pas trop le faire. C'est quoi derrière? Là, on a marqué Pink, tu vois. Ok. En fait, le problème qu'on a eu avec celui-là, tu vois, c'est qu'on a mis tellement de temps à choisir ce qu'on voulait faire. Et lui avait un rendez-vous avec Marco Verratti, genre 1 heure après. Et du coup, il s'est speedé pour le faire. Et on a trop fait ça à la vite fait. Et lui, il est trop deg. Genre, il est parti, il a fait chier. Je voulais pas. On a fait trop vite et tout. Genre, on n'a pas vraiment choisi le meilleur dessin, tu vois, pour celui-là. Tu vois. Ce qui est dingue, les limites avec cette histoire, c'est que c'est un truc entre potes qui finalement prend une ampleur considérable, qui finalement, lui, ça lui a permis aussi peut-être de prendre peut-être plus la lumière que prévu. Ouais, carrément. En fait, on a fait le PIS, tu vois. En fait, genre, on a fait. Tu verras, tu montreras à l'écran point. On a marqué le PIS pour la guerre en Ukraine, tu vois. Ouais. Et ça, c'est moi qui ai eu l'idée. qui a dit, vas-y, viens, on fait PIS. Il m'a dit, ouais, t'es sûr? J'ai dit, ouais, je suis sûr, on fait ça. Et c'était par rapport à la guerre en Ukraine, tu vois. Et ça fait un buzz, mais mondial, la vérité. Genre, c'est passé sur New York Times. Il y a plein d'artistes qui ont partagé, que j'adore et tout, qui ont partagé la photo. Enfin, du coup, par rapport à ça, il est passé sur Brut. Lui, Antonio, on est passé sur Brut. Ouais, ça a eu un impact de dingue, quoi, pour lui. Ouais, je pense que vraiment, la photo, elle a fait genre 50 millions ou 100 millions de vues, ouais, un truc comme ça. Genre, tous les médias, ils reprenaient et tout. Enfin, c'était un truc de ouf, quoi. On arrive sur la fin de notre première partie du podcast. Ok. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent de notre entrevue? Jamais se limiter, tu vois, toujours croire, comme on dit, dans ses rêves, tu vois, mais genre, toujours aller au max, se donner les moyens, même si on n'a pas fait. Moi, j'ai pas fait d'école de photo, j'ai pas fait d'études là-dedans, tu vois, mais je me suis toujours dépatouillé, renseigné et tout, et c'est comme ça que j'ai réussi, tu vois. Toujours avoir les ambitions les plus hautes et c'est en visant le plus haut que tu arriveras, pour moi, au niveau le plus haut. Si tu vises pas assez haut, si tu vises bas, ben, tu resteras toujours médiocre. Pas médiocre, tu vois, mais tu seras pas dans le haut du panier, tu vois, tu seras en bas, quoi. Je te remercie, Alexis. On va passer sur la deuxième partie qui est l'After Podcast. Merci beaucoup. Merci à toi. Et je te dis à tout de suite. À toutes. Ciao. Merci d'avoir regardé cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. Si tu as envie de passer de entrepreneur à high value entrepreneur, n'hésite pas à me contacter, les liens sont dans la description. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci et à très vite.